Bonjour mes chers amis, je vous remercie pour votre présence à notre rendez-vous hebdomadaire pour analyser l'actualité politique publique de notre pays. Alors, à l'entame de notre discussion de cet après-midi, nous allons analyser un fait divers. Premièrement, un fait divers qui a été massivement relayé parce que de là où nous sommes, nous avons reçu des images très humiliantes qui mettaient en scène des officiers de notre police dans les locaux de la Sûreté nationale. Et nous avons pris le temps d'analyser ces images-là avant de nous prononcer, parce que nous vous avons expliqué que l'actualité nous permet de mettre des mots sur les mots qui minent notre société, les mots MOTS et aux mots MAUX qui minent la société camerounaise. Donc je vous remercie d'être présent. Tout à l'heure, nous étions en train de vouloir engager notre direct, mais on a été signalé. Et donc je vais demander peut-être pour une fois à ceux qui nous suivent de mettre des likes. Je ne sais même pas si vous êtes présents. Nos directs sont désormais signalés. Et donc je ne vois pas si vous êtes présents, mais essayez d'envoyer des likes. Je ne sais pas comment vous faites pour maintenir des directs, pour qu'on puisse échanger en toute sécurité. Alors je disais que je vous remercie d'être là. C'est avec beaucoup de stupeur que avec beaucoup vraiment de déception que j'ai reçu ces images indécentes qui mettaient en scène cette femme officier de police qui se serait livrée, d'après les commentaires qui nous ont été envoyés, parce que rien n'est établi tant que nous n'avons pas la confirmation des autorités en charge de cette enquête, qu'effectivement elles se sont livrées à ces orgies-là dans les bureaux des services de la police camerounaise. Je vous disais dans mes dernières analyses que la véritable crise qui secoue notre pays n'est pas une crise économique, n'est pas une crise matérielle, c'est une crise morale. Et ces images viennent nous conforter dans l'idée que la décrépitude morale dans notre pays est ce qui plombe aujourd'hui notre pays dans les abîmes. Et donc, Paul Biya est responsable, en 43 ans, d'avoir transformé notre pays, un pays qui était engagé dans le dur labeur, dans le travail. Il a transformé les Camerounais à des pantins jouisseurs. Et c'est la raison de l'immobilisme qu'il y a au Cameroun. Et donc, le principal responsable de cette déchéance morale qui existe au Cameroun aujourd'hui, qui est généralisée, est principalement le président Biya. Mais je ne vais pas contenter les voyeurs. On aurait pu partager ces images. Je sais que au Cameroun, on peut vous refuser à manger, mais personne ne peut vous refuser une information. Vous avez reçu ces images dégradantes de la femme camerounaise, des femmes camerounaises qui se livraient à des parties interdites selon la loi et des pratiques homosexuelles. On en avait déjà fait un débat ici de ce que nous pensions sur l'homosexualité. Mais nous disons que le vrai problème, c'est que ces femmes sont souvent obligées de se livrer à de telles pratiques pour pouvoir payer leur loyer. Parce que je vous vois ici, les femmes au Cameroun ont peur d'être expulsées des maisons qu'elles ont en location. Et donc, elles sont obligées d'accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir survivre. Ces femmes qui sont harcelées dans des administrations, il n'y a aucune loi qui protège contre le harcèlement moral dont les femmes sont souvent victimes dans les administrations. Vous voyez que les personnes ou la personne qui oblige ces femmes à se livrer à de telles pratiques est une personne détentrice d'une certaine autorité sur ces personnes-là. Et donc les femmes dans les administrations sont bien obligées de se soumettre parce que les lois, ou alors du moins le régime de Paul Biya, ne protège pas les femmes camerounaises. Parfois on se demande comment elles feraient pour avancer dans ces administrations si elles n'ont pas de relation. Et donc la seule issue, c'est de se livrer à ce que vous avez vu. Je ne pense pas qu'à la base ces femmes soient homosexuelles, puisque d'après leurs histoires personnelles, j'ai cru entendre qu'elles étaient
toutes mariées, qu'elles avaient une vie de famille, qu'elles avaient des enfants. Et donc, je pense qu'elles étaient bien obligées de se livrer à ce type d'activité pour pouvoir bénéficier de certaines faveurs. Vous savez que les fonctionnaires camerounais font du sacerdoce. Les salaires sont vraiment misérables. Et donc, pour pouvoir avoir un certain train de vie digne, pour pouvoir survivre, malheureusement, elles sont obligées de se livrer à ceux qui détiennent les budgets de l'État. Mais moi, derrière ce scandale qui vient salir la police, et c'est dommage parce que le patriarche Mbagangele, depuis son arrivée à la tête de la délégation générale à la sûreté, a œuvré depuis une dizaine d'années à redorer le blason de la police camerounaise. On a vu comment il a combattu avec beaucoup d'efficacité le racket systématique qu'il y avait dans nos rues. On a vu comment il a révolutionné la police camerounaise, et je trouve vraiment dommage pour lui que malheureusement il parte sur cette note, parce que c'est la première fois depuis que le corps de la police existe au Cameroun que ce corps noble se retrouve dans un scandale pareil. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité d'un tel scandale. Vu de l'Occident, c'est inimaginable. Ça se discute de partout. Parce que derrière ces orgies sexuelles, moi ce que j'ai vu, c'était des failles sécuritaires. Ça signifie que les bureaux, ce que nous avons, moi personnellement, j'ai pu découvrir avec stupeur, c'était que les bureaux de la police camerounaise n'étaient pas dotés de caméras de surveillance. Et c'est très grave. Ça signifie simplement que n'importe quel espion, n'importe quel terroriste pouvait faire irruption dans le bureau du délégué régional de la police du centre, de commettre un forfait, de prendre des informations importantes sur la sécurité du pays et de sortir. Parce que si le délégué général Mbagangele avait fait installer des caméras de surveillance dans les bureaux des responsables de la police, je pense que ça pouvait lutter efficacement contre la corruption et contre des pratiques déviantes comme malheureusement celles qui ternissent le Cameroun aujourd'hui. Donc, moi je pense que c'est très grave. Ça, c'est ce qui est plus grave pour moi, parce que des adultes consentants qui se livrent à l'exhibitionnisme ou qui se livrent au voyeurisme, tant que ça reste dans le cadre privé, ça reste dans le cadre privé. Mais lorsque ces personnes déportent leurs activités dans les lieux de la République, dans les lieux publics, ça nous pose un problème sur les bonnes mœurs dans notre pays. Et donc je vous ai fait comprendre, les amis, que je ne peux pas parler. Mathurin Wando, bonjour. Jean Massora, bonjour. Malheureusement, nous ne pouvons pas, je ne peux pas lire vos commentaires en même temps que je m'exprime. Et donc je vous disais que pour moi, ce que je trouve très grave, c'est de constater que dans les bureaux de police au Cameroun, il n'y a pas de caméras de surveillance. Parce que s'il avait existé des caméras de surveillance dans les bureaux des principaux responsables de l'administration camerounaise ou de la police camerounaise, je pense que de telles activités ne pouvaient pas avoir pignon sur eux. Et donc pour moi, c'est ce qui est grave. C'est-à-dire qu'on arrive à profaner un haut lieu de sécurité dans notre pays est simplement la preuve que le régime de Yaoundé est un géant au pied d'argile. Parce que je vous ai dit, il s'agit d'abord d'un problème sécuritaire. Si les gens peuvent se sentir à l'aise et se livrer à de telles pratiques à l'intérieur des bureaux de sécurité, ça signifie simplement qu'il n'y a pas la sécurité au Cameroun. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Il est impensable, je vous dis impensable, vu de l'Europe, qu'un individu puisse s'introduire dans les bureaux de police et faire ce qu'il veut. C'est impensable. Et donc moi, c'est ce que je trouve plus grave. Voilà l'information que ces images ont donnée à l'opinion internationale. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun, il n'y a pas de sécurité dans les services de police au Cameroun. Et surtout en cette période où notre pays doit vraiment se protéger sur le plan sécuritaire, vu les enjeux, moi je pense simplement que cette faille sécuritaire que nous avons observée peut être exploitée par ceux qui veulent profiter malheureusement du chaos qui se prépare pour déstabiliser notre pays. Et lorsque je l'ai dit, moi je ne suis pas partisane du voyeurisme, je ne vais pas venir, je vous ai dit simplement que malheureusement, voilà le quotidien des femmes camerounaises.
je ne peux pas faire le procès de la police camerounaise. Lorsque vous rencontrez un officier de police en France, en Belgique, en Allemagne, rien que la tenue, c'est-à-dire, je ne parle pas du vêtement, c'est-à-dire la tenue, c'est-à-dire la façon que l'officier se présente devant vous, vous comprenez que voilà un citoyen qui a conscience de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Mais lorsque vous voyez la jeune fille ou la jeune femme ou la jeune dame, Christelle Ebois, même physiquement, elle fait tout pour ressembler soit à la première dame du Cameroun. Regardez la longueur de ses ongles. Hein? Elle est au bureau, mais ses ongles, elle n'arrive pas à tenir un bic, un stylo pour écrire parce qu'elle porte des longs ongles. Elle veut imiter qui? Elle veut imiter la première dame du Cameroun qui porte des ongles de je sais pas combien de centimètres. Malheureusement, notre caméra ne nous permet pas de vous montrer les ongles de Christelle Ebois assise dans son bureau à la police. On se demanderait est-ce que c'est une péripatéticienne ou est-ce que c'est un officier de police? Comment elle peut porter des ongles aussi longs? Vous voyez, celle qu'on a présentée comme commissaire de police, de longs cheveux jaunes. Et elle vient au travail comme ça. Donc nous interpellons le patriarche Bagangele sur la tenue des policiers, des officiers de police. Un officier de police, on ne dit pas de courir derrière chacun, mais s'il y a un officier de police est toujours prêt à aller sur le terrain en cas d'urgence, comment elle ferait pour arrêter un bandit ou je sais pas trop avec des ongles d'un mètre? Hein, cette tenue-là, elle ne reflète pas le sérieux qu'on s'attendrait à voir au niveau de la police. Donc moi, c'est tout ce que j'ai pu remarquer. Et je vous dis que ce n'est pas seulement à la police. Malheureusement, c'est la police qui a dévoilé, c'est la police qui est exposée ici. Mais dans toutes les administrations camerounaises, ce débat, on l'avait déjà eu. C'est-à-dire que une femme au Cameroun aujourd'hui, pour que vous ayez la possibilité, je reste sur le loyer parce que visiblement sur mon mur, ce qui est plus grave, c'est de ne pas pouvoir avoir l'argent pour payer son loyer. Et je vous ai dit, les conditions au Cameroun pour payer le loyer sont très dures, les amis. Ces femmes qui réussissent à payer leur loyer, si les téléphones parlaient, si les images fuitaient, vous auriez honte d'être marié quand vous êtes au Cameroun. Je vous avais expliqué que ces gens s'en foutent. Que vous soyez une femme enceinte, que vous soyez une femme mariée, que vous soyez une femme témoin de Jéhovah, non. C'est le passage pour pouvoir réussir votre vie. C'est le passage pour qu'on vous paye un marché que vous avez réalisé. Donc, ce n'est pas... moi, j'ai plutôt de la peine pour ces femmes aujourd'hui qui sont malheureusement humiliées sur la place publique, qui vont certainement, qui sont les victimes de ce revenge porn, malheureusement. Mais je sais, au vu de ce que je peux entrevoir de leur niveau de vie, que ces femmes n'avaient pas de choix. Ces femmes qui se sont livrées à ces activités, je vois des filles très très jeunes. Ici, une des photos, on voit une petite fille qui a des cheveux coupés avec des boutons de l'adolescence sur les joues. C'est des petites filles. Et donc, on ne peut pas encore se livrer effectivement à tous les commentaires parce que je vous ai dit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout, on peut se retrouver avec des images qui malheureusement ne peuvent pas être exactes. Donc, on laisse que cette enquête qui a été ouverte par les services de police dévoile tous ses contours avant de nous exprimer vraiment en profondeur sur ce sujet spécifique. Mais on dit, comme c'est le sujet qui nous a tenus en haleine, moi particulièrement, je dis beaucoup de soutien à ces femmes-là, parce que je sais qu'elles sont obligées de le faire pour avoir la possibilité de payer leur loyer, pour avoir la possibilité de survivre en tant que fonctionnaire de police. Parce que malheureusement, les fonctionnaires vivent le sacerdoce et la morale a foutu le camp. Les hommes d'un certain âge ne se respectent pas parce que vous voyez, ces femmes viennent de sortir à peine de l'adolescence. Elles se livrent à des pratiques sexuelles avec un homme qui a plus de 60 ans. Vous allez me demander que pourquoi cette dépravation des mœurs au Cameroun? Non, ça vient du haut. Les gens ont observé en haut, ça vient d'en haut, les gens se disent, nous aussi on peut faire. C'est un peuple de jouisseurs, c'est un peuple de dépravés. Hein? La morale a foutu le camp, c'est pour cela que nous pensons aujourd'hui, en 2025, il faut à la tête de l'État un homme qui soit le reflet de la rigueur morale. Ça doit être la principale qualité que nous allons retenir pour choisir la personne qui va porter les espoirs du changement. À savoir qu'une personne qui a toujours fait preuve de probité morale. Parce que le chantier de la morale au Cameroun est un vaste chantier au-delà de tout. Je vous ai dit, c'est la base de tout. Cet homme-là, certainement pour entretenir ou alors pour faire vivre ses fantasmes, il prend l'argent de l'État. Parce qu'avec son salaire, il peut pas. Quand des enfants comme ça, ou ce sont des prostituées, ce sont des fonctionnaires prostitués. Quand ces femmes viennent se prostituer dans son bureau,
malheureusement, il prend l'argent de l'État, l'argent du budget pour entretenir les voitures, pour mettre le carburant, pour que la police puisse être réactive, pour qu'elle puisse atterrir dans vos maisons si jamais vous appelez que vous êtes victime d'une agression. Non. Il préfère ne pas mettre le carburant, ne pas entretenir les voitures, ne pas tout ce qui constitue le budget de fonctionnement, il l'utilise pour assouvir ses fantasmes. Et c'est très grave, c'est très grave. Mais et je vous ai dit, on aura le temps, peut-être au fur et à mesure qu'on aura des révélations sur cette enquête-là, d'en dire un peu plus. Nabil Hassan, je veux te voir en direct. Moi, je suis pas une attraction. Je suis pas une attraction. Je suis pas. Je viens pas chercher les clients sur les réseaux sociaux, Nabil Hassan. Le plus important, lorsque j'ai décidé de vous laisser seulement entendre ce que je dis, c'était pour qu'il n'y ait pas de la distraction. Mais je te rassure, je suis une créature agréable à regarder. J'ai tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Mais j'estime aujourd'hui que la femme ne doit plus être regardée comme un objet de complaisance ou un objet d'attraction. Mais on doit se rendre compte aussi que une femme peut faire preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme, et que ce n'est pas seulement ça. Donc je vous rassure que vous pouvez me voir, et ceux qui ont déjà eu la chance de me voir, mais je viens pas sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Je voudrais vous faire entendre ce qui est plus important. Donc je vous disais, les amis, que le compte à rebours, après avoir fait cette analyse de cette actualité qui vous a agrémenté, je vous ai dit c'est de la distraction. Mais derrière la distraction, on a trouvé quand même des éléments qui nous ont indiqué du niveau de sécurité ou alors des failles sécuritaires autour des hauts lieux en charge de la sécurité de notre pays. C'était pour moi le plus important. Je vous ai partagé il y a 4 jours très exactement, c'est parce que j'étais très occupé, je n'ai pas pu réagir instantanément à tous vos commentaires après la publication de l'observation que j'ai faite de la campagne du jeune Hiram Iodi. Alors j'ai vu que c'est allé dans tous les sens, j'ai même pas pris le soin de lire tous les commentaires, mais je vous avais bien dit que au Cameroun, la seule idéologie politique qui existe, c'est le tribalisme. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'un Bassa, vous verrez tous les Bassa venir vous attaquer. Or ici, il est question de... J'ai fait une première observation, nous nous sommes engagés à faire une analyse sur tous les candidats, leurs forces et leurs faiblesses, en vue de déterminer, nous, à notre petit niveau, on est quand même suivi par plus de 80 000 personnes, c'est l'équivalent de peut-être 8 grandes villes au Cameroun, de faire une analyse et le moment venu d'orienter un vote en fonction des valeurs que nous aurons retenues ici, des projets que nous aurons retenus ici. Et donc, il était question de parler de tous les candidats. On a parlé de Paul Biya, on a parlé brièvement de Issa Chiroma et de Bello Bouba Maïgari, on a parlé de Cabral Libi aussi brièvement, mais c'est vous qui êtes venu avec, moi je ne le connaissais pas, c'est un novice en politique, je ne le connaissais pas, je le découvre, et vous êtes venu me proposer de découvrir qui était ce candidat, Hiram Iodi, quelque chose comme ça. C'est un parfait inconnu de l'univers. Donc je me suis un peu intéressé au personnage, je suis allé regarder, et moi ce qui m'a frappé en premier, c'était ses affiches de campagne. Je vous ai dit, moi je suis publicitaire, j'ai étudié la communication publicitaire. Lorsque je vois une affiche, j'essaye de comprendre quel est le message caché derrière l'image publicitaire. Bon, je sais que ce n'est pas, mais à partir d'une image de campagne, on peut découvrir les valeurs qui sont inscrites sur cette image de campagne. Donc je vais d'abord sur la forme de la campagne avant d'aller sur le fond. Donc, lorsque j'entends le profil de Hiram Iodi, son prénom attire d'abord mon attention, Hiram. Bon, j'ai des amis Bassa et autres qui sont venus me dire non, pourquoi tu dis que ce n'est pas évident de s'appeler Hiram? Est-ce que c'est lui qui a choisi son prénom? Je dis non, c'est pas lui qui a choisi son prénom, mais lorsqu'on décide d'aller en campagne, on a plusieurs noms. C'est comme Paul Biya, il s'appelle Barthélemy. Pourquoi Paul Biya n'a pas choisi de te faire appeler Barthélemy? Moi, par exemple, j'ai 3 prénoms, mais il y a un seul prénom que vous connaissez. Lorsque vous décidez de vous faire connaître au public par un certain prénom, dites-vous que ce prénom-là peut avoir une résonance dans l'esprit des gens. Vous n'allez pas nous empêcher d'analyser. Moi, lorsque j'entends Hiram,
la première chose, l'interpellation, c'est le fils de la veuve. Dans la Bible, effectivement, parce que ceux qui sont venus laisser des longs commentaires ne savent pas que la franc-maçonnerie est inspirée de l'histoire des Juifs et donc de l'histoire de la Bible. Les francs-maçons jurent sur la Bible. Donc, lorsque je dis Hiram, vous ne me dites non, ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie, c'est dans la Bible. Et effectivement, c'est le Hiram de la Bible qui est la figure légendaire de la franc-maçonnerie. Je vous ai dit, cette campagne, au fur et à mesure des éléments, moi je n'ai pas peur de débattre de la maçonnerie avec ceux qui connaissent la maçonnerie, mais je voudrais que les jeunes Camerounais votent en toute conscience et donner aussi des conseils en communication, en publicité, à ceux qui s'intéressent à ce métier-là. Donc je vous expliquais les amis que lorsque vous voulez être candidat ou alors vous voulez vous faire connaître au public, vous avez le choix du prénom que vous voulez, par lequel vous voulez avoir la stature voilà, nous avons, quand nous naissons, nos parents nous donnent plusieurs prénoms, mais en fonction de ce que nous voulons faire dans la vie, on décide de porter publiquement un prénom à la place d'un tel autre. Moi je vais vous dire, mon prénom officiel c'est Kadi, mais lorsque j'ai voulu devenir la femme que je suis, j'ai dit Kadi, ça fait enfantin. Kadi, ça fait enfantin, pas enfantin, puisque les femmes musulmanes le portent, mais moi je suis pas musulmane. Comme je veux pas créer la confusion, et pour moi dans ma tête, c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison, c'est comme ça qu'on m'appelait toute petite. Je veux devenir une grande femme, et donc je vais m'appeler Marlène, parce que c'est aussi mon deuxième prénom, mais ça renvoie à des femmes extrêmement célèbres comme Marlène Dietrich, Marlène Joubert, et je voulais m'inscrire dans cette lignée-là. Donc le choix du prénom dans l'espace public est quelque chose de très très important. Et je pense aussi que le choix du prénom de Hiram n'a pas été anodin. Moi je vais vous parler, je vais m'arrêter, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit que lorsqu'il voulait être intégré dans les milieux, il avait peut-être 17, 18 ans, 20 ans, il voulait être coopté par les grandes figures politiques parce que c'était les jeunes du parti qui allaient coller des affiches, qui marchaient derrière les grands. Et pour se faire recevoir, il écrivait des lettres et à la fin il mettait des signes maçonniques. Or il n'est pas franc-maçon. Et lorsqu'il essayait de faire ça, quand vous lisez l'histoire de Nicolas Sarkozy, il dit, lorsqu'il écrivait, à la fin il mettait des symboles maçonniques comme s'il est franc-maçon, les portes lui étaient ouvertes. Parce que ce que vous ne savez pas, la franc-maçonnerie, ceux qui sont francs-maçons ont une obligation de solidarité vis-à-vis entre eux. Et donc, lorsque vous maîtrisez les symboles maçonniques, vous pouvez les introduire discrètement dans des correspondances pour avoir des passe-droits. Et c'est à ce moment qu'on s'arrête pour dire à Hiram, non. Nous voulons un Cameroun de changement, un Cameroun où il n'y a pas des gens il n'y aura pas des citoyens supérieurs aux autres, des citoyens qui ont des passe-droits. Nous ne voulons pas en 2025 d'un Cameroun des passe-droits. Parce que lorsqu'il fait une affiche en mettant des symboles, pour nous qui connaissons la maçonnerie, qui sont des symboles francs-maçons, c'est pas un débat. Je vous ai présenté la voûte étoilée dans le logo du parti qui le présente. Il y a la voûte étoilée, elle est là. Nous voyons la main qui symbolise la force qui est le critique de la maçonnerie. La maçonnerie est basée sur la force, la sagesse et la beauté. Nous voyons des symboles, nous voyons le monument de la réunification de Yaoundé, qui est le symbole de la franc-maçonnerie au Cameroun, pour nous, parce que c'est le triangle. Et nous voyons au-dessus du triangle l'étoile à 5 branches. Qui nous explique pourquoi il met l'étoile à 5 branches au-dessus du triangle. Et sur Hiram, c'est-à-dire sur le A, il transforme le A, ça devient le symbole de la réunification, avec l'étoile à 5 branches, qui est l'étoile, qui est un symbole maçonnique, l'étoile à 5 branches. Je ne vais pas vous faire tous les détails, mais nous avons, moi particulièrement, j'ai vu un prosélytisme. Nous voulons une république laïque, nous voulons une république qui mette, et nous pensons que appartenir à la franc-maçonnerie doit être une affaire privée. Et nous pensons que, après avoir vécu pendant plus de 30 ans dans un mélange de genres, avec Paul Biya, entre la vie publique et la vie privée, nous ne voulons plus de quelqu'un qui fera de sa vie privée une affaire publique. Et donc, s'il veut être président de la République, quelle que soit son appartenance
ethnique, une certaine appartenance religieuse, nous pensons que la religion doit rester dans l'ordre du privé, ou les convictions spirituelles doivent rester de l'ordre du privé. Et c'est pour cela que j'ai pensé que exhiber, ou du moins faire des appels de phare, parce que faire des appels de phare à des francs-maçons pour être cooptés pour X ou pour Y, pour moi je trouvais ça à la limite indécent. Parce que oui, on a beaucoup de respect pour la franc-maçonnerie, pour ce que la maçonnerie a fait pour l'universalisme, mais nous pensons que tout ce qui est privé doit rester privé. Et c'est pour cela que ça nous pose un problème. Ça nous posait un problème parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, les jeunes sont obligés, on force presque les jeunes à adhérer à des cercles ésotériques pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Vous arrivez au concours de l'ENAM, à l'oral par exemple, on vous pose une question liée à la franc-maçonnerie, on veut savoir qui est votre parrain. C'est-à-dire c'est presque obligatoire aujourd'hui pour les jeunes fonctionnaires qui sont harcelés par certains milieux ésotériques d'adhérer à ces milieux-là. Et nous pensons que cela a été l'une des tares du régime Biya qui nous a traumatisés et que nous ne voulons plus voir exister en 2025. Et c'est pour ça que ça me pose un problème, cette approche de campagne. Je vous ai dit, on parle d'abord cette approche de campagne de Hiram. C'est un jeune, il peut se concentrer sur les idées, mais nous prenons d'abord la forme avant d'entrer dans le fond. Nous allons débattre sur le fond, et après avoir présenté la forme qui nous a posé un problème. Donc nous sommes restés sur la forme, et maintenant je vais débattre du fond, parce que j'ai quand même pris le soin grâce à Facebook. Moi je suis pas sur TikTok Sport Foot, je suis pas sur TikTok, mais il y a des communicants sur Facebook qui prennent le temps de prendre des coupures de TikTok et de nous faire partager ce que les gens disent sur TikTok, sur Facebook. Et donc j'ai découvert quelques sorties de Hiram, le candidat. Je pense qu'il est extrêmement jeune au vu de l'insuffisance de maturité qu'on peut déceler dans ses sorties médiatiques. Je pense qu'il doit être plus jeune que, très jeune que moi. J'ai écouté une partie du programme qu'il essayait de développer. Hiram pense que s'il devient président de la République, il va supprimer le Sénat. Il pense, et la raison principale pour laquelle il compte supprimer le Sénat, c'est que le Sénat fait dépenser notre argent pour rien. Bon, on peut considérer que peut-être derrière cette analyse simpliste, il y a une vraie proposition. Parce que ce que Hiram doit comprendre, c'est la raison pour laquelle l'État ou la République a créé des contre-pouvoirs. On ne peut pas laisser l'Assemblée, lorsqu'on veut une véritable démocratie, on ne peut pas laisser l'Assemblée diriger ou alors dicter. On ne peut pas subir le diktat d'un des pouvoirs. Donc il faut toujours des contre-pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc il faut toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et nous avons choisi un système bicaméral, d'avoir 2 chambres parlementaires, une chambre haute et une chambre basse. La chambre haute qui est le Parlement, et nous allons expliquer à la jeunesse camerounaise pourquoi le Parlement, pourquoi le Sénat est très important, parce que on n'a pas trop communiqué sur la raison d'être du Sénat. Donc il est important que dans une véritable démocratie qu'il y ait le Sénat. Le Sénat a pour rôle de réglementer, d'observer si les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale respectent la Constitution du Cameroun. Je vous prends un exemple. Si le Manidem arrive à l'Assemblée nationale l'année prochaine, le Manidem porté par le futur président de la République, M. Maurice Kamto, ils arrivent à l'Assemblée et ils décident que, par exemple, en fonction de leur programme, je vous ai dit que le Manidem c'est un parti nationaliste, et ils disent que désormais tout Camerounais né à Bafoussam n'a pas le droit d'acheter le terrain à Saint-Mélima. Et comme ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils votent la loi. Mais s'il n'y a pas le Sénat, si Hiram fait disparaître le Sénat, ça va être entériné, ça va être une loi. Parce que c'est voté par l'Assemblée nationale. Ouais, les gens d'Hiram là, laissez-moi d'abord un peu, je sais même pas comment je fais avec vous. Laissez-moi un peu tranquille, je finis le direct. J'essaye de voir comment... Voilà. Donc, j'étais en train de dire, mes chers amis, que on ne peut pas laisser un pouvoir exercer le diktat. Et c'est la raison d'être du Sénat. Donc, lorsque l'Assemblée nationale vote une loi, c'est envoyé au Sénat. Le Sénat regarde, est-ce que cette loi qui dit que
Si tu es Bamileke, tu n'as pas le droit d'être gendarme. Si tu es Aoussa, tu n'as pas le droit d'être infirmier. Est-ce que cette loi correspond ou alors respecte la Constitution qui dit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir et que on ne doit pas avoir la discrimination au Cameroun. Dès qu'il voit qu'il y a une loi qui existe, qui instaure une, une échelle, qui instaure une discrimination entre les citoyens, le Sénat dit non, cette loi ne passe pas. Et le Sénat fait écarter la loi. Donc c'est important qu'on ait le Sénat. Le Sénat n'est pas là pour gaspiller votre argent. Le Sénat est là pour protéger, pour qu'il n'y ait pas un diktat de l'Assemblée nationale. Donc il est important qu'on ait le Sénat. On va avoir des discussions très très simplistes parce qu'on a affaire à quelqu'un qui voit la politique de manière très très simpliste. Ou je sais pas si c'est la jeunesse, mais jeunesse ne rime pas forcément avec naïveté intellectuelle. Donc j'ai entendu ces propos. Je l'ai entendu dire que pour lui, au Cameroun, le probatoire n'avait pas lieu d'être. Je ne sais pas, peut-être le probatoire l'a traumatisé. Qu'il fallait absolument supprimer le diplôme probatoire parce que ça ne sert à rien. Je pense que c'est un discours irresponsable, les amis. Lorsque vous voyez le niveau, comment le niveau d'éducation au Cameroun a chuté. Je vous dis que une refonte de notre système scolaire est urgente. Mais ce n'est pas en supprimant le probatoire que forcément la qualité de nos enseignements sera meilleure. Je pense que le baccalauréat doit se faire sur 2 ans, comme ça se fait partout pour que nos étudiants puissent avoir le même niveau au niveau international. Encore qu'aujourd'hui, quand vous arrivez avec un baccalauréat camerounais dans les universités françaises, il y a très peu de chances qu'on vous prenne directement en première année université sans vous faire passer par une classe préparatoire ou alors avoir accès directement à des grandes écoles sans vous faire passer par une école préparatoire. Parce que malheureusement, depuis 43 ans, le système éducatif camerounais a plombé. Vous prenez un élève de licence, vous prenez un élève qui a une licence, un jeune Camerounais qui a une licence, vous lui demandez d'écrire francophone, d'écrire en français ou du moins. Non, le niveau camerounais a beaucoup baissé. La priorité aujourd'hui serait à la professionnalisation des enseignements. Je vous ai dit, l'université le fait déjà avec le système, le système master, licence, doctorat. Mais nous pensons que il faut des lycées professionnels pour répondre dès le secondaire à la demande de notre industrie, de notre économie. Très tôt, je pense, il y a déjà des lycées techniques. Mais je pense par exemple que au niveau des grands lycées, il faut des spécialités professionnelles. Comme ça se fait, c'est une discussion que nous pouvons avoir. Mais en aucun moment, on ne peut penser que la préparation du bac pourrait se faire en 1 an. Non, le bac doit toujours se faire sur 2 ans, comme ça se fait partout. Mais renforcer les enseignements. Prioriser les enseignements qui permettent à un étudiant ou alors à un élève au sortir du collège ou du lycée de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire professionnaliser les enseignements. Enseigner, introduire l'informatique au niveau des lycées. Ça, c'est un autre débat que nous pouvons avoir. Ce n'est pas le cas ici. Mais je pense que Hiram se trompe lorsqu'il pense qu'il faut encore diminuer le niveau de scolarisation des Camerounais. Nous sommes déjà au fond. Il ne faut pas creuser plus. Parce que le niveau, même en langue, lorsque vous écoutez des vidéos des années 60, lorsque les jeunes Camerounais, je me souviens d'une vidéo que j'ai regardée, ça devait être chez Arnold Ketch, des élèves camerounais en 1971, le niveau de français, ils étaient en CM1. On ferait une vidéo, on ferait une vidéo avec les enfants de CM1 au Cameroun aujourd'hui. Non, le niveau des jeunes Camerounais en 71 était très élevé. Lorsque vous écoutiez des gens à l'époque qui vous disaient que j'ai le BEPC, j'avais le niveau. Quelqu'un qui avait le BEPC à l'époque au Cameroun devenait forcément un enseignant des écoles primaires. Donc, moi, je suis en train de vous dire, les amis, que l'idée n'est pas de casser notre système scolaire, mais de le reformer, de professionnaliser les enseignements, de préparer nos jeunes à l'emploi. Oui, malheureusement, nous avons 2 systèmes. Il y a le système anglophone, il y a le système francophone. Mais lorsque vous faites le système francophone, il faut respecter les étapes pour que nos diplômes soient équivalents au niveau international. Je vous dis,
quand vous avez les diplômes du Cameroun, vous avez beaucoup de mal quand vous partez à l'étranger de pouvoir être introduit rapidement dans un système français ou autre. Il y a des diplômes africains qui ont plus de valeur que les diplômes camerounais. Lorsque vous venez par exemple dans une université française avec un bac du Sénégal, vous êtes beaucoup plus considéré avec des diplômes du Sénégal que si vous venez du Cameroun. Donc il faut une vraie réflexion, mais l'idée n'est pas de casser ce qui a déjà été fait aujourd'hui, mais de réformer. Donc mes amis, on a dit qu'on parlait un peu de Hiram, voilà à peu près ce que j'ai essayé de suivre, et moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'a pas beaucoup de culture. Il n'a pas beaucoup de culture, je ne sais pas quelle est sa formation, il n'a pas beaucoup de culture politique. Et lorsqu'un jeune, je ne savais pas qu'on pouvait être pire que Cabral Libby. Mais par rapport à Cabral Libby est au-dessus de Hiram. En termes de pertinence politique, en termes de pertinence dans la démarche, Cabral Libby, comme candidat jeune, est beaucoup plus pertinent. Est beaucoup plus pertinent dans sa démarche que Hiram. Donc Hiram, je sais pas, peut-être il veut être coopté quelque part pour être député ou éventuellement, je sais pas ce qu'ils se promettent, mais nous, ce qui nous a d'abord gêné, c'est que qu'on voit derrière sa démarche un prosélytisme pour la franc-maçonnerie, pour attirer des jeunes filles et des jeunes enfants dans des affaires qu'ils ne peuvent pas encore comprendre, qui sont légitimes peut-être, mais qui ne peuvent pas encore comprendre à leur âge. Donc les amis, c'était cela, la petite parenthèse. Et Gédéon nous propose que nous parlions de ce qui va se passer demain au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je vous ai mis en titre élection présidentielle compte à rebours. J'étais en train de vous dire les amis que demain, on faisait d'abord une mise en bouche. Demain c'est un jour crucial. C'est pour cela que j'ai dit on peut pas. Il faut que dès aujourd'hui on commence la veillée pour se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver demain, les amis. Donc demain, le Conseil constitutionnel tient une audience publique dans laquelle elle devra se prononcer sur la recevabilité ou non des candidatures qui ont été rejetées par Election Cameroun. Et comme vous savez, un des candidats du peuple du changement est concerné par cette audience, à savoir le professeur Maurice Kamto. Je vous ai donné mon avis personnel. Je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y aura un miracle. Je pense que le Conseil constitutionnel va s'aligner, va adopter la même position ou la même posture que Election Cameroun. Ça, c'est mon avis. Je pense que je ne m'attends pas à un miracle de ce côté-là. J'aimerais bien que les faits me fassent avoir tort et que demain, au sortir de cette audience, que le Conseil constitutionnel considère que la candidature de Maurice Kamto est recevable. Mais moi, au vu de l'analyse de la situation, puisque je sais qu'éventuellement, le fait d'écarter Maurice Kamto découle d'une décision politique. Et malheureusement, c'est le politique qui contourne tout dans une dictature dans une dictature comme celle qui est installée au Cameroun depuis 43 ans. C'est le régime, c'est le pouvoir exécutif qui tient tous les pouvoirs, malheureusement. Et donc, c'est lui qui oriente les décisions qui sont prises au niveau du judiciaire. Et donc, je sais que des instructions sont déjà passées au niveau du Conseil constitutionnel pour que Maurice Kamto ne passe pas. Parce que je vous ai dit, les amis, que le véritable opposant, celui qui va chambouler tout le système, s'il arrivait un jour à la tête de l'État, c'est Maurice Kamto. Et ce n'est pas bon pour les affaires de beaucoup de personnes. Parce que malheureusement, il y a des Camerounais qui se sont enrichis avec l'argent de l'État. Il y a des Camerounais qui ont piétiné l'État, piétiné la richesse de tous les Camerounais pour en faire leur richesse personnelle. Et donc, l'arrivée d'un homme qui viendra demander des comptes n'est pas la bienvenue. Et donc, le système, c'est-à-dire que le système peut accepter de partir à condition que celui qui arrive leur garantisse peut-être, je ne sais pas, une certaine immunité. Mais il a été remarqué que Maurice Kamto n'est pas un homme de compromis. C'est pas quelqu'un avec qui on peut dealer, parce qu'il n'entre pas dans les choses tordues. Peut-être une déformation professionnelle parce que c'est un juriste. Mais les milieux mafieux du Cameroun craignent l'arrivée de Maurice Kamto au pouvoir. Les milieux mafieux
même au niveau international, craignent l'arrivée de Maurice Kamto au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on explique souvent le tribalisme anti-Bamileke, nous l'expliquons sur les réseaux sociaux sous un prisme extrêmement simpliste, à savoir, je n'aime pas les Bamileke, non. Il faut comprendre que ce rejet des Bamileke a un fondement très très profond. Parce que demain, il est question d'entériner le fait que les Camerounais ne soient pas prêts d'avoir un président Bamileke à la tête de l'État. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Entériner dans l'esprit des Camerounais que c'est impossible qu'un Bamileke soit président. Et donc, même si on doit modifier la Constitution, on doit tripatouiller la Constitution, tripatouiller les lois pour empêcher qu'un Bamileke arrive au pouvoir, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Parce que l'arrivée, ce n'est pas l'arrivée de Maurice Kamto qui fait peur, c'est l'arrivée d'un Bamileke à la tête de l'État. Vous devez comprendre cela. Pourquoi malheureusement? Parce que le peuple, les Bamileke, je sais pas, si un Bamileke devient président, la crainte de ceux qui ont la crainte de l'arrivée d'un Bamileke disent que, par exemple, des marchés ou alors des marchés qui sont remis aux Chinois ou aux Français ou aux Anglais au Cameroun, le Bamileke va dire non, mais ça sert à quoi de payer 100 milliards à Razel pour la construction d'une route s'il y a Fokou qui peut faire la même chose à 20 milliards. Lui, il va faire l'économie. Il ne va pas connaître, il ne va pas accepter ces rétrocommissions qui, avec nos États amis, il ne va pas accepter ça. Parce qu'on dit que les Bamileke connaissent l'argent et ils aiment l'argent. Et ce n'est pas bien pour les affaires. Donc, ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec la... Non, ça n'a rien à voir. Les gens, on dit que les États n'ont pas d'amis, les États ont les intérêts. Ce n'est pas seulement au Camerounais, moi particulièrement, un Bamileke ne me fait pas peur. Mais sachez que, même au niveau international, les Bamileke ont la réputation d'avoir la capacité de tout faire. La même chose que les Occidentaux font en Afrique. D'ailleurs, même, vous voyez, quand vous partez dans les pays africains, vous trouvez un Bamileke qui tient une banque et il fait concurrence à des grosses firmes françaises, anglaises, espagnoles et tout ça. Donc, c'est un peuple qui malheureusement traîne une réputation de très dur en affaires. Et donc, malheureusement, le fait d'appartenir à ce groupe ethnique met déjà une cible sur votre tête. Et demain, il est question d'entériner le fait que même si on doit, je vais dire quoi, bafouer la constitution du Cameroun, il faut tout faire. Parce que c'est le Bamileke le plus crédible pour devenir président de la République. C'est le seul. Donc demain, là, on va l'écarter. Demain, on va l'écarter. Donc il n'y a même pas... Moi, je n'espère rien. On va l'écarter. Je ne suis pas pro Kamto. Mais je sais que demain, par tous les moyens, le Conseil constitutionnel qui a reçu des consignes claires va entériner simplement la décision de Election Cameroun. Mais maintenant, la réaction des partisans de Maurice Kamto ne m'engage pas. Moi, je vous ai dit ce que je pense et qui est vrai, c'est que les gens sont convaincus. C'est-à-dire que les observateurs nationaux et internationaux sont convaincus que l'arrivée d'un Bamileke à la tête de l'État pourrait déséquilibrer déséquilibrer le système. Donc, ces gens vont se battre et ça passe par là. Parce que, plus que jamais, en 2025, Maurice Kamto a la chance de pouvoir gagner l'élection s'il est candidat. Pour eux, moi j'ai fait une petite observation, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais les gens pensent que Maurice Kamto a la capacité de bousculer au soir du 12 octobre pour que si le changement n'arrive pas à la tête de l'État, qu'il y ait un renversement des institutions. Les observateurs craignent la pugnacité, la force de persuasion, le leadership de Maurice Kamto, parce qu'il a déjà prouvé, vous avez vu, ça fait 7 ans qu'ils sont dans ce qu'ils ont appelé la résistance. Maurice Kamto est accompagné par un peuple téméraire, déterminé, et ça suscite la crainte des partenaires internationaux et même de certains Camerounais qui estiment que le peuple camerounais n'est pas encore prêt pour le changement radical que Maurice Kamto se propose d'apporter au Cameroun. Et donc, vraiment, nous attendons demain. On a dit compte à rebours, nous attendons demain. Je vous ai dit, pour moi,
il n'est pas question de prendre les armes contre votre pays. Non, je n'encourage pas cela. Je ne suis pas militant du MRC, mais je pense que c'est suffisamment injuste pour la démocratie que un régime torpille la loi, torpille la constitution pour pouvoir se maintenir un régime moribond. C'est mon avis. Anaïs Manga, pour le moment, on ne peut pas donner un conseil à Maurice Kamto parce que nous sommes tous suspendus aux lèvres du président du Conseil constitutionnel qui, en toute responsabilité, devrait dire le droit. Mais nous sommes en politique. Et en politique, malheureusement, on ne respecte pas souvent la loi. Et demain, vous aurez une décision politique. Une décision dictée en fonction de l'orientation politique. Donc, mes chers amis, nous sommes de tout cœur avec le professeur Maurice Kamto, avec le peuple du changement, et nous pensons que c'est injuste qu'en 2025, on soit stigmatisé à cause de ses origines. C'est ce que nous disons en 2025 et nous disons que ça doit s'arrêter. Un pays doit se construire avec tous ses enfants. Nous avons besoin du peuple bamileke. Nous avons besoin des bamileke. Et donc, moi je pense que une décision irresponsable va laisser des séquelles dans notre pays. La décision irresponsable qui pourrait être prise demain par le président du Conseil constitutionnel pourrait laisser de grandes séquelles dans notre pays. Donc, mes chers amis, ne dites pas de moi qu'on a dit le droit. Non. On ne va pas dire le droit demain. Ce sera une décision politique. La décision politique pourrait aussi être dans le sens de dire, oui, laissons Maurice Kamto être candidat. Ce serait une décision politique parce que si on laisse aux spécialistes du droit dire le droit, ça peut aussi être en défaveur de Maurice Kamto. Mais nous avons dit ici, peut-être c'était de manière désinvolte, que même si Maurice Kamto n'a pas l'acte de naissance, parce qu'on voit bien que c'est le régime qui a manœuvré. Hein? Le régime a manœuvré parce que vous avez écouté les audios de Yebka. On sent qu'il y a des gens qui se sont mis derrière dès qu'ils ont su que ça pouvait être une voie de sortie pour Maurice Kamto. Ils ont mis les bâtons dans les roues. On dit non. Quelqu'un qui a un petit parti politique, qui est insignifiant politiquement, pourquoi mettre autant d'énergie pour l'anéantir? Faut pas frapper sur quelqu'un tout le temps, à un moment il devient rebelle. Donc, quel que soit ce qui arrivera demain, ce sera la faute du régime. Parce que ça sert à quoi? Lorsqu'on fait des analyses de la carte électorale du Cameroun, on voit très bien que sans alliance avec le Nord, Maurice Kamto ne passe pas. Mais commencez déjà à torpiller la loi pour qu'il ne soit même pas candidat. Ça devient un autre problème. Un autre problème de discrimination tribale, ethnique. Ça devient un autre problème. Ce n'est plus un problème des élections. C'est maintenant un problème qui porte atteinte à notre dignité en tant que citoyen camerounais. Donc, si tu es boule, ça veut dire que dans 20 ans, c'est nous qui allons peut-être aussi subir ce type de frustration. Parce que le fondement de toute cette histoire, il y a souvent eu des candidats. Qu'est-ce que John Fundi n'a pas fait au Cameroun? John Fundi a fait brûler des villes au Cameroun. John Fundi a paralysé les administrations au Cameroun. Mais au soir de sa vie, il dînait avec Poulbia. Mais en aucun moment, personne n'a dit que John Fundi n'allait pas aux élections. En aucun moment, le régime n'a manœuvré pour créer plusieurs STF. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas, les amis. Je vous dis que Kamto
n'a pas fait le quart en termes de déstabilisation du pays que ce que John Fundi a fait au Cameroun dans les années 90. On était très jeunes. Mais moi, j'ai vécu à Manjo, on était obligé d'acheter une carte rouge à 5000. Je crois chaque semaine qu'on devait coller sur la voiture de mes parents et sur la carte, le carton rouge, c'était écrit Paul Biya must go. Tu n'as pas le carton rouge sur ta voiture, on brûle ta voiture. Ça existait au Cameroun. Ça existait dans la partie littorale ouest du Cameroun. On vivait, on ne se sentait plus au Cameroun. C'est John Fundi qui dirigeait ces zones-là. Dès qu'on vous pointe du doigt que vous êtes un Tobia, on peut venir vous trouver calciné dans votre maison. Ça existait dans les années 90. En 1990-91. On n'est jamais arrivé à de tels extrêmes avec le MRC. On n'est jamais arrivé à de tels extrêmes. Mais on comprend simplement que c'est une stigmatisation liée à l'origine ethnique. Liée à l'origine. Et là, ça pose un véritable problème. Et c'est pour ça que je dis, c'est les Bamileke leur propre problème même d'abord. C'est parce que parfois, tu veux même porter leurs problèmes. Après, tu les vois encore faire, tu te fatigues. C'est-à-dire qu'actuellement, là, la seule région qui est en campagne pour Paul Biya, c'est-à-dire que la seule région qui est debout. J'ai regardé quelques images d'un meeting qui a été organisé à Bafang par l'honorable Françoise Puené, la sénatrice, Mami Nyanga, comme elle se fait appeler. Et j'ai vu le frère de Paul Biya, petit frère de Paul Biya, Pierre Mbeba, escorté comme le chef de l'État avec l'armada sécuritaire et tout. C'est lui qui allait présider le meeting. Bon, je vous ai dit, le mélange de gens dans notre pays, il a bien le droit en tant que citoyen d'aller assister à des meetings politiques. Mais tout l'armada sécuritaire autour de sa personne, il est qui au Cameroun en fait? Et donc c'est ce type d'attitude qui exaspère les Camerounais. Tu es le petit frère du président, tu n'occupes aucune fonction publique. Pourquoi on déplace des fonctionnaires de police, machin, pour... Non, on n'a pas très bien compris. Et donc, c'est cette république que nous voulons plus. C'est cette république de laisser aller. Et cette république de fanfarons où tout le monde s'autoproclame président. Tout le monde se comporte comme un président de la République en fonction du niveau de parenté que tu peux avoir avec le président de la République. Mais nous étions en train de parler des Bamileke pour dire qu'actuellement là, ceux qui sont en train de faire campagne pour Paul Biya, c'est les Bamileke. Mais ils ne comprennent pas comment en 43 ans, on a cultivé la stigmatisation des Bamileke de manière insidieuse, par des images. Regardez qu'il y a une élection sérieuse au Cameroun. On ne sait pas qui a appelé celui qui est venu dire on ne met pas de l'argent sur l'argent. Si vous demandez, c'est un Bamileke. Il vient faire le clown comme ça et c'est son image. Ah, vous voyez les Bamileke, c'est ce qui... Ça dit, sa tribu est entraînée pour dire que non. Généralement, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ou alors il y avait un là, si c'est Jean Djega, il y a toujours des candidats de l'eau. Et actuellement, ceux qui font campagne pour Paul Biya, qui ont démarré, c'est-à-dire même la région originaire de Paul Biya n'est pas encore en campagne. Eux, ils sont en train de faire des meetings de soutien. Or, il est question de dire est-ce qu'un Bamileke a les mêmes droits que n'importe quel Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit demain. Est-ce que le fait d'être Bamileke te met en marge de la République? C'est de ça qu'il s'agit demain. Non, la famille n'excuse pas tout et que le Campo. Non, il ne faut pas exagérer. Vous voulez dire quoi? Vous qui faites les meetings là. Qu'un homme de 92 ans, laissons même 92 ans, son âge, c'est pas important. Est-ce que vous pensez que ce que le régime fait à l'ouest est bien? Si c'est bien, mais allez voter. Mais demain, le Conseil constitutionnel va dire qu'un Bamileke n'a pas le droit de devenir président. Et ça va rester dans l'esprit des gens. Parce que c'est une décision politique. Le Bamileke le plus crédible, dès qu'il se lève, on est même capable. Les gens de Djenga ont été candidats. Les gens de Dieu Momo même disaient qu'ils étaient candidats. Le régime n'a jamais autant manœuvré. Parce qu'on sait que c'est des fanfarons. C'est des talacoutistes. C'est des rientons. Quand Bamileke est un rienton, on laisse passer sa candidature. Parce qu'on sait que tu ne sers à rien. Mais dès que tu es quelqu'un de crédible, avec un projet sérieux, qui jouit d'une crédibilité nationale et internationale, non, tu ne peux pas passer. Donc, les amis,
Je vous ai dit, l'élection de 2025, que Kamto soit candidat, qu'elle ne soit pas candidate, c'est les Bamileke qui tiennent l'élection. Si Paul Biya gagne l'élection en 2025, c'est les Bamileke qui vont voter pour lui. Parce que oui, lorsqu'on additionne, on a dit qu'il y a 2 régions qui sont paralysées. Toutes les populations sont déplacées. La région du nord-ouest et celle du sud-ouest. On dit que le peuple du changement tient 4 régions ou 5 régions. Mais si Paul Biya espère gagner l'élection, c'est parce qu'il compte sur les Bamileke. Donc les amis, faites campagne auprès de vos grands-mères. Même si elles ont pris, on ne dit pas, on ne refuse pas d'aller prendre l'argent, les 500 000, les 2 000, les pagnes. Allez prendre. Mais dans l'une, quand vous allez arriver, ne votez pas pour n'importe qui. Si vous dispersez votre vote, ça va se diluer. Vous ne pouvez pas battre Paul Biya. Il n'y a pas de place en 2025 pour l'abstention. Ne dites pas que si mon candidat n'est pas là, je ne pars pas. Les amis, ça veut dire que vous avez encore voté pour 7 ans de souffrance. Ne vous découragez pas, les amis. Parce que je vois déjà le découragement dans vos yeux. Quand on ne peut pas prendre la parole publique à l'heure actuelle, pourquoi? Parce que ils sont prêts encore à le prendre et à le condamner à 7 ans de prison. Sa parole est contrôlée. Donc, si vous ne le voyez pas s'exprimer, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à vous dire. Mais c'est parce qu'il est au Cameroun là-bas. Et c'est chaud. Donc, je vous dis les amis que même si demain on dit que Kamto n'est pas candidat, allez voter massivement pour le candidat qu'on aura choisi pour le changement. Vous avez vu, je crois qu'il y a peut-être sur les 13 candidats engagés, j'ai vu les 13 candidats, il y a eu 12 candidats ou 10 candidats. J'ai vu, je pense même de 12 parce que j'ai vu le parti de Issa Chiroma qui ont formé une coalition. Ça veut dire que les opposants aujourd'hui ont conscience que la seule façon de battre Paul Biya, c'est avoir une candidature unique. Et nous remercions, nous saluons la responsabilité de ces candidats-là. Je pense que vous avez vu cette décision qui a été prise à Fumban le 2, je crois, hier, à l'issue de ce conclave-là. Madame Damjoya, Monsieur Akere, un représentant du parti de Issa Chiroma, un représentant du candidat Iram Iodi, ils ont décidé de faire candidature unique. Ça signifie que ce que nous, le peuple, nous pensons, a déjà été accepté par les candidats du changement. Le changement aura un seul candidat. Le changement aura un seul candidat. C'est ce que je vous avais dit, que l'élection du Cameroun, il n'y a pas 3 personnes en face de Paul Biya. Mais lorsque les opposants vont se retirer pour laisser une personne face à Paul Biya, la balle est maintenant dans le camp des électeurs. Donc l'abstention n'a pas de place en 2025. Mobilisez-vous de la même manière, comme si votre candidat de cœur était présent à l'élection. Parce que je pense que par tous les moyens, le résultat qui est aujourd'hui arrivé, parce que c'est une grande avancée, c'est une grande première qu'au Cameroun, l'opposition camerounaise soit arrivée à la conclusion qu'il fallait un seul candidat pour le changement. Et je pense que ce travail, ce résultat est le fruit du travail de Maurice Kamto. Donc, quelle que soit la personne qui va arriver à la tête de l'État, Maurice Kamto pourrait éventuellement être désigné comme nommé par le futur président comme sénateur ou président du Sénat, c'est-à-dire deuxième personnalité du pays. Donc, ce sont des négociations qui se feront entre les politiciens. Mais je dis que la parole de Maurice Kamto, l'électorat de Maurice Kamto ne doit pas se démobiliser. L'abstention, c'est quand tu dis que je ne pars pas voter. Hein, Sandra Nyamsi, l'abstention, c'est quand tu dis que Aka, Kamto n'est pas là, je ne pars pas voter. Parce que, ou bien tu dis que Aka, Ngongo n'est pas là, je ne pars pas voter. Même si ton candidat n'est pas là. Parce que nous allons faire campagne contre l'abstention. Parce que c'est ça qui peut être le véritable piège de cette élection. Paul Biya a conscience que Kamto Maurice
draine derrière lui au moins le quart de l'électorat. Et donc si l'électorat de Moïse Kamto se décourage à cause de ce qui pourrait être fait demain, personne ne peut battre Paul Biya. Parce que c'est un électorat qui va devenir flottant, qu'on peut récupérer par les promesses. Donc les amis, on dit que c'est le compte à rebours. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que notre voix arrive jusqu'au Conseil constitutionnel. Nous allons nous battre pour arriver au Conseil constitutionnel. Lui, Hercule Kamto, c'est le peuple qui décide. Je dis, la campagne aujourd'hui, ce n'est plus auprès des leaders politiques. Je vous dis que les leaders politiques du changement se sont réunis à Fumban. Et ils ont décidé qu'il y aura un seul candidat. Ça veut dire que notre travail n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Il y aura un seul candidat du changement. Mais le piège, c'est quoi? C'est la démobilisation du peuple du changement. Ils vont se dire, si Kamto n'est pas là, on ne peut pas voter. Donc les amis, vous irez voter parce que la suite est intéressante. Maurice Kamto a été l'homme politique de ces 10 dernières années. L'homme politique de ces 10 dernières années. Et donc, nous pensons que quelle que soit la personnalité qui sera choisie par le peuple du changement, Moïse Kamto, à son moment, aura sa place dans ce pays pour redresser ce pays-là. Maurice Kamto a sa place comme président du Sénat au Cameroun. S'il n'est pas président de la République, il faudrait au moins qu'il soit la deuxième personnalité du pays. Parce que si le changement arrive au Cameroun, c'est parce qu'il y a un homme qui l'a imaginé, qui l'a pensé, qui l'a structuré. Et donc nous allons donner les conditions à celui que nous allons porter à la tête de l'État. Il n'y aura pas d'avenir au Cameroun sans Kamto. Kamto a sa place. On a besoin de Maurice Kamto. On a Ngozo. Tu viens rire, pourquoi? Kamto a sa place au Cameroun. Moi je pense, écoutez les amis, je suis dans une logique suffisamment claire. Je vous ai dit, mon candidat que j'ai choisi, j'ai mes propres conditions, j'ai mes propres valeurs, mes propres aspirations. Je vous ai dit les fondements de mon soutien actuel à Bello Bouba Maïgari. Je vous ai expliqué, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est celui, si Maurice Kamto n'est pas présent, celui qui peut porter le peuple du changement. Et je pense que un Bello Bouba à la tête de l'État, Maurice Kamto président du Sénat, Maurice Kamto éventuellement pourrait mieux préparer, restructurer son parti politique, parce qu'à l'heure actuelle c'est la débandade. Donc forcément il lui faut une porte de sortie et mieux se préparer éventuellement pour l'élection dans 7 ans. Parce qu'actuellement, si ça ne passe pas demain, Maurice Kamto sortira suffisamment fragilisé d'une longue bataille, d'une longue lutte contre un régime vraiment qui a zombifié le peuple camerounais. Ça n'a pas été une bataille évidente. Forcément, Maurice Kamto a laissé beaucoup de plumes. Mais nous veillerons, nous le peuple du changement, pour que le Cameroun de l'émergence se fasse avec Maurice Kamto. Maurice Kamto est important pour notre pays. Nous allons veiller. Mais moi, en tant que fille du Sud, digne fille du Djay Lobo, moi je viens décider de soutenir Bello Bouba Maïgari parce que je pense que l'arrivée de Bello Bouba Maïgari, qui a connu l'oppression politique, ma seule doléance serait qu'il libère mes frères du Djay Lobo, qui sont injustement embastillés dans les geôles du régime anarchique.
sanguinaire de Paul Biya. Je pense à Polycarpe, à Baba. Ils y sont pour une seule raison. Une voyante ou une marabout les a soupçonnés de vouloir devenir président de la République après Paul Biya. Puisque ça n'a pas existé, je pense qu'il est temps qu'on libère Mbongo, qu'on libère Ababa, qu'on libère Bemengue. On a cherché l'argent dans les comptes. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas volé l'argent du Cameroun. Ils y sont pour des raisons politiques. Et au-delà de mes frères du Djelo, qui sont injustement embastillés, je pense aux militants du MRC qui sont dans les cellules de Paul Biya. Nous pensons que le prochain président doit prendre l'engagement ferme, avant que le peuple du changement ne le suive, de faire libérer le professeur Fogué, Bibou Nissak et tous les militants du MRC. Il faudra absolument une grâce présidentielle. Parce que nous disons que nous ne pouvons pas reconstruire le Cameroun sans la réconciliation entre tous les enfants du Cameroun. Ça passe par là. Nous disons que Ababa Polycarpe a déjà trop subi. Dans des pays sérieux, lorsque une personne est accusée de détournement, on établit le détournement, on établit l'enrichissement, on saisit tout ce qui est à saisir. Elle fait 1 an ou 2 ans de prison. On peut même lui enlever, il faut une déchéance électorale, il ne peut plus participer. Oui, parce que c'est des gens qui ont occupé des hautes responsabilités. C'est des ressources qui peuvent être importantes pour notre pays. Comment on peut emprisonner l'élite de tout un département? C'est pour ça que nous, comme ça, on est en brousse. On est en brousse avec ce régime. Toute l'élite du département du Djailobo est en prison. Ce sera ma seule doléance. Parce que je pense qu'une mère qu'une mère se fera toujours du souci pour ses enfants. Et donc, nos frères du Djailobo, qui sont détenus injustement, arbitrairement, il n'y a aucune rancune. Il n'y a aucune rancune. Bello Bouba même a été arrêté. Donc il sait ce que c'est. Un régime qui pratique l'épuration politique. Tous ceux qui sont en prison à cause d'un projet d'épuration politique qui a été présenté à Paul Biya par une personne qui pensait jouer de malice pour récupérer le pouvoir après Biya. Mais on lui dit que ce n'est pas possible. Le prochain président du Cameroun, pour la réconciliation du Cameroun, pour la réconciliation des Camerounais, sera soit Maurice Kamto, soit Bello Bouba Maïgari. Et je vous ai dit pourquoi Issa Chiroma, pour moi, malheureusement, il était hors cours. C'est un bon ministre de la communication, c'est un bon ministre, je sais pas quoi, mais vraiment, étant donné qu'à l'heure actuelle, il est empêtré dans dans une situation juridique incertaine, malheureusement, il faudrait qu'il ne dispute pas le Grand Nord avec le candidat Bello Bouba, malheureusement. Donc, il faut qu'officiellement, il se retire. Ses chances sont très réduites. Mais comme je l'ai déjà vu signer la convention des partis, des candidats pour une candidature unique, je pense que ça augure à de très bonnes choses. Donc, mes chers amis, l'heure n'est plus à la rancune. L'heure n'est plus à la stigmatisation. Nous disons que nous restons accrochés aux lèvres du président du Conseil constitutionnel demain. Nous disons que s'il dit autre chose, s'il dit que quand on n'est pas candidat, ce sera une décision politique. Une décision qui va séparer les Camerounais. Une décision qui va créer je voulais lire, j'ai pas lu. Attends. Mathurin Yando dit que Ngongo et Atanganji t'écoutent. Il m'écoute pourquoi? Je suis en train de dire que nous avons dit à ces gens-là de laisser Maurice Kamto compétir. Parce que la seule chance pour que Paul Biya gagne l'élection d'octobre prochain, la seule issue, c'était de laisser tout le monde compétir. Parce que je vous ai dit, dès qu'on met déjà Kamto, Bello Bouba, Issa Chiroma, c'est Paul Biya qui gagne. Il faut bien suivre notre évolution. Je vous ai dit, donc ce que ces gars ont fait, c'est pour faire perdre l'élection à Paul Biya. Parce qu'ils vont radicaliser l'électorat. Mais je dis, le seul piège que nous, le peuple du changement, nous avons, c'est le découragement.
Si votre candidat n'est pas là, après la décision de demain, ne baissez pas les bras. C'est le moment de redoubler d'efforts, de faire campagne dans vos maisons. Bon, dynastie, pouvoir, Cameroun, chère dame, retenez que le prochain président du Cameroun est son excellence Paul Biya et par la suite ce sera son fils Franck Biya. Tout est déjà prêt avec la volonté de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai voulu. Je vous ai dit, moi, à la base, je suis soutien de Franck Biya. Mais je me demande par quelle alchimie, à l'heure actuelle, au vu de tous les ingrédients qui sont désormais réunis pour que le pays prenne feu, comment Paul Biya va donner le pouvoir à son fils? Soyons quand même logiques. Moi, je suis franquiste. Je suis franquiste à la base. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais je veux comprendre, est-ce que Franck Biya va être président dans un pays à feu et à sang? Il va être président du pays qui sera désormais circonscrit entre Yaoundé, Bertoua et Bolova. Il sera président de quel pays en fait? La stabilité du Cameroun dépend de ce qui va se passer demain. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. On veut bien. Moi, depuis le début, je dis, si l'opposition va en rang dispersé, malheureusement, c'est Paul Biya qui gagne. Malheureusement. Mais les candidats peuvent désigner un candidat unique. Mais si le peuple ne suit pas, le peuple décide de ne pas aller aux élections, c'est Paul Biya qui gagne. Parce que dans une élection, même s'il y a 10 personnes qui partent voter, 8 votent pour Paul Biya et 2 votent pour celui qui sera là. Oui, malheureusement, Paul Biya gagne. La légitimité de Franck Biya serait laquelle aujourd'hui, puisque la seule façon pour qu'il devienne président après Paul Biya serait qu'il prenne la tête du RDPC ou la tête d'un parti qui soit candidat et que les Camerounais votent pour lui. Paul Biya lui-même, quand il pouvait encore s'exprimer, a dit aux Camerounais qu'il ne compte pas céder le pouvoir de gré à gré, que lui c'est un démocrate, un républicain. Je me souviens de cette interview qu'il a accordée à Paris à un journaliste français. Donc Paul Biya a tout fait pour enlever dans notre cœur le rêve de voir Franck Biya à la tête de l'État. Paul Biya, ce n'est pas le Cameroun, c'est pas la Guinée équatoriale ou je ne sais pas trop. Quand on regarde les tests, il faut, pour que Franck Biya soit président, il faut absolument, sans passer par les Camerounais, il faut une réforme constitutionnelle. Elle va passer comment? À la minute où Paul Biya va dire qu'il réforme la constitution, il change la constitution pour introduire un dauphin républicain. Mais c'est là que tout va s'arrêter. Je vous dis que l'élection, si Paul Biya passe, le Cameroun ne sera plus gouvernable. On va s'installer dans une série de crises. Et vous comptez sur qui? Les policiers qui font les partous? Ou vous comptez sur qui pour faire la sécurité? Il y a trop de... Non, vous comptez sur qui? Les policiers gendarmes trop occupés à faire les partous là pour sécuriser le régime? Le pays va être ingouvernable, mes chers amis. Donc, j'aimerais bien, ça me rassurerait, si vous avez un plan. Mais on regarde la constitution du Cameroun. Et moi, je ne sais pas comment Paul Biya... Peut-être c'est ce motif qu'on est en train de vous vendre maintenant pour voter Paul Biya. Mais nous, on a lu la carte. Nous, on a compris que le père nous a écartés de cette affaire. Donc, c'est pour ça qu'on est en brousse. Parce que quand Paul Biya, si jamais Paul Biya voulait donner le pouvoir à Franck, il fallait qu'il ne soit pas candidat en 2025. Et qu'il décide, qu'il fasse le congrès du RDPC longtemps, peut-être l'année dernière. Et dès 2023, et on savait que celui qui dirige le parti depuis 2 ans, ce sera lui forcément le président de la République. Et en 2025, il ne se représentait pas. Quand quelqu'un prépare un pays, quand un homme est sérieux, quand un père est sérieux, c'est comme ça qu'il fait les choses. Si la transition au Cameroun, au temps d'Ahidjo, s'est relativement bien passée, malgré les remous de 84, c'est bien parce que Ahidjo a préparé tous les esprits. Il a préparé tous les tests. Depuis 75. C'est-à-dire qu'au moment où il nomme Paul Biya Premier ministre en 75, il a fait inscrire dans les tests que le Premier ministre est le dauphin constitutionnel. Donc, les Camerounais savaient déjà que, qu'il pleuve, qu'il vente, le monsieur qui est Premier ministre du Cameroun sera forcément le président de la République. C'est une préparation. C'est une préparation. Il fait comment pour donner... Parce que même à l'heure actuelle, Franck Biya ne fait pas l'unanimité. Le RDPC n'existe que parce que Paul Biya existe. Si Paul Biya tente de dire dès demain qu'il se retire, le RDPC seul, à lui seul va créer
10 partis. C'est-à-dire que chaque région aura un parti politique en fonction de la fraction du RDPC. Le RDPC ne peut plus être un parti uni après Paul Biya. Il y a trop de fractions dans le RDPC. Trop de factions. Donc, je pense que Franck Biya ne peut pas rassembler le RDPC après son père. Il va créer son parti. Ce n'est pas une personnalité publique connue. Et l'image que Paul Biya est en train de laisser aux Camerounais ne pourra pas être bénéfique. Parce que Paul Biya a traumatisé les Camerounais. C'est-à-dire que le simple fait de prononcer son nom fait sursauter les Camerounais. Il ne laisse pas une bonne image. Une bonne image que pourrait jouir Franck Biya comme potentiel politique. Paul Biya laisse une très très mauvaise image, à commencer par son département d'origine, qui est le Djaïlobo. Est-ce que Franck Biya a déjà été à Saint-Lima un jour pour dire qu'il parle, il s'intéresse même à la politique là-bas? Ça va se passer comment? Parce que les premiers opposants de Franck Biya seront à Saint-Lima. La base électorale de Franck Biya sera où? Son socle granitique, parce que son père il parle là quand même son socle granitique quelque part. Franck va dire que son socle granitique c'est où? On veut bien, mais on vous dit que le Cameroun là, ce n'est pas le bien privé de quelqu'un, c'est un bien commun. On dit que personne ne doit être stigmatisé en fonction de son sang, mais ça va se passer selon les règles républicaines. Tu pars aux élections et les Camerounais choisissent, mais à l'heure actuelle, les Camerounais sont en brousse. Il n'y a que le faux et le vol qui peuvent faire passer Paul Biya en 2025. Bas la terre, personne ne vote Paul Biya. Commencez par son département où il est né. On dit que nous, on n'est plus là. Parce que ce monsieur est venu mettre la honte sur nous tous. Il a humilié tous ses frères. Il a jeté en prison les élites intellectuelles. Tous ceux qui nous aidaient dans le département, il les a fragilisés. Pour faire émerger qui? C'est la raison pour laquelle nous disons que Paul Biya, il est vomi dans le Djaïlobo. On ne veut plus. On ne veut plus. Maintenant, ses frères pas te faire campagne à Bafang, qu'ils aillent là-bas. Pas dans le Djaïlobo. Ou quand ils font leur campagne, ils restent seulement à Mouyoumusala. C'est honteux ce que ce monsieur... C'est-à-dire que on arrive dans la région du sud, dans le département du Djaïlobo. On dit que les gens que vous voyez là, dans les cases, sous les huttes, dans la misère là, ils ont eu un président pendant 43 ans. Il n'y a pas la couveuse à l'hôpital de district de Saint-Mélima. La couveuse. C'est pas la honte. Donc elle dit que vous comptez seulement sur les pressions ésotériques que vous exercez sur les gens. Sinon, ça n'a pas de sens. On parle logiquement. On dit que on a dit, les amis, que compte à rebours, dès demain, s'ils enlèvent Maurice Kamto, 10 millions de Kamto doivent renaître pour dire stop à Paul Biya. Je n'ai aucune base, Joseph Ngodabé. Je dis que Maurice Kamto est dans une situation juridique et politique compliquée. Et je dis que, au vu des profils, de la pertinence des projets portés par de nombreux candidats et de leur implication, de leur maillage sur le terrain, à l'heure actuelle, celui qui se dégage devant Maurice Kamto même, c'est Bello Bouba Maïgari. C'est-à-dire qu'on va aux élections sans entente, sans rien. Le premier, c'est Paul Biya. Deuxième, Bello Bouba Maïgari. Troisième, Maurice Kamto. Quatrième, Joshua Oshi. Cinquième, Akere Mouna. Sixième, Kabra Libi. Septième, Tomano Damjoya. Huitième, je sais pas qui. Huitième, et le dernier, c'est Hiram. C'est pas de la sorcellerie. C'est juste l'implantation, le maillage des candidats. Le maillage, comment ces gens occupent le terrain. C'est tout. Et on dit qu'à l'heure actuelle, l'option Franck Biya, Paul Biya nous a pas montré qu'en réalité, il a une option. La seule option qui peut soutenir le régime de Biya, c'était si Ngongo était candidat. Mais Ngongo va faire comment pour être candidat là? Même si Paul Biya décède dans 2 ans, il fait comment pour être candidat? Puisque dès que Paul Biya ferme les yeux, l'Ouest sort d'abord du RDPC.
le Nord-Ouest sort du RDPC, c'est-à-dire qu'il y aura 10 partis politiques créés en fonction du RDPC. Il va faire comment pour rassembler? Parce que c'est pas un rassembleur, malheureusement. Malheureusement. Donc je dis que Paul Biya n'a pas préparé une succession politique. Il a laissé un testament politique qui est actuellement visible sous nos yeux. Paul Biya a décidé de laisser le pouvoir aux nordistes. Je vous dis la vérité. Paul Biya nous a mis dans l'eau. Un Ekang ne peut plus être président après Paul Biya. C'est fini. Peut-être dans 30 ans ou dans 40 ans. C'est fini là. Parce qu'il a tellement révolté les Camerounais. C'est-à-dire qu'il a poussé les Camerounais à bout. Il n'a pas préparé les Camerounais psychologiquement à pouvoir recevoir son fils et à l'accepter comme chef. Il n'a jamais donné l'opportunité en 43 ans à Franck Biya d'occuper un poste politique alors qu'il est citoyen camerounais comme tous les autres. Il a fait de bonnes études. Il est doté de qualités qu'on a déjà soulignées ici. Mais il n'a jamais voulu mettre Franck Biya en avant. C'est écrit ou que parce qu'on est le fils d'un président, on ne peut pas occuper la fonction de directeur, une fonction officielle dans le pays. Ça veut dire que lui, son avenir est sacrifié. Il y en a qui n'ont même pas le quart du niveau de Franck Biya, mais qui occupent des responsabilités. À quel moment Franck Biya pouvait aussi être ministre des Finances? Est-ce que être fils de président pendant 43 ans, c'est mettre ta vie pendant 43 ans entre parenthèses? Et donc, Franck Biya va sortir de ce flou politique-là pour exister subitement comme un homme politique de premier plan. Ça va se passer par quels moyens? Je veux comprendre. Parce que la figure qui sort comme étant potentiellement l'héritier politique de Paul Biya, c'est Ngongo. C'est Ngongo qui fait preuve d'un certain leadership, d'un certain dynamisme. Et pas Franck Biya. Donc, je veux bien analyser, parce que quand vous venez mettre des trucs, on veut bien analyser et comprendre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le pays soit stable et en paix. Donc, je vous dis que l'alternative pour la réconciliation, c'est qu'en 2025, Paul Biya cède le pouvoir aux gens du Nord pour réparer, pour apaiser. Et après, un Bamileke arrive au pouvoir. Oui, parce que si un nordiste arrive au pouvoir, ce sera grâce au Bamileke. Donc, il y aura un retour d'ascenseur. Donc, les Bamileke en 2025, c'est eux qui tiennent l'élection au Cameroun. On va parler de Joshua Oshi, mais Joshua Oshi ne nous a pas encore partagé son programme. On ne sait pas trop. Joshua Oshi, lui, son histoire, c'est être à l'Assemblée nationale. On ne peut pas trop lui demander. Mais moi, je ne vois pas Joshua Oshi chef d'État. Je pense qu'il n'a pas le bagage, il n'a pas le charisme, il n'a pas tout ce qui est nécessaire pour être à la tête d'un État, comme le Cameroun. Je vais lire vos commentaires pour vous répondre en même temps. Bon, à titre d'information, tout ce qui est fait actuellement est supervisé par Franck Biya. Seulement, il reste stratégiquement efficace. Il n'y aura plus de stratégie en 2025 avec les Camerounais. Les Camerounais sont en colère, les amis. Dynastie pouvoir Cameroun. Je ne te mens pas que, quel que soit ce que Franck ferait dans l'ombre, on dit qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Ça s'appelle la constitution camerounaise. Il ne peut pas sauter ça. Je dis que la place de président, ça part au vote. Une réforme constitutionnelle après 2025, même si Paul Biya a gagné, le pays se coupe en 6. Ce n'est pas possible. On ne peut plus passer le pouvoir de gré à gré au Cameroun. Ce n'est plus possible. Donc tout le monde va seulement partir à l'élection. Qu'il manœuvre comment? Je dis, le seul danger aujourd'hui au Cameroun est que Paul Biya meure au pouvoir. Donc venez nous donner cette information. Je sais que c'est les services de renseignement qui sont souvent sur ma page comme ça pour écrire les choses. Parce qu'on sait que tous les Camerounais sont ici. Mais je suis en train de dire que tu dis que tout ce que Ngongo fait actuellement est supervisé par Franck Biya. On dit que oui, c'est Franck Biya qui dirige même le Cameroun. On dit oui. Mais je dis que pour aller porter l'écharpe et prêter serment devant le peuple camerounais, ça passe par le vote. Ça passe par le vote. Et on va te demander que tu as déjà fait quoi? On a vu. Donc, que ça se passe n'importe comment, qu'on y supervise, qu'il ne supervise pas. On dit que oui. On dit que Paul Biya va gagner. Mais on dit que sur le plan de la constitution camerounaise,
On dit que même s'il dit que je me retire, ce n'est pas Ngongo qui devient président. Ça veut dire que dès qu'il va gagner en 2026, il faut qu'il change le président du Sénat. Et que le président du Sénat maintenant soit quelqu'un qui va garantir de faire gagner Franck Biya en 2026. S'il décide de démissionner. Mais tous ces scénarios-là auraient pu exister avant 2025. Il voulait quoi en 2025? Il pouvait démissionner l'année dernière, non? Quand on a dit qu'il était mort là, il ne pouvait pas revenir et dire que non, mon état de santé ne me permet plus de continuer. Bah, c'est qu'on est en train de faire l'élection de 2025 avec les Franck Biya. Le père là cherche quoi? Le problème c'est que comme il ne parle plus avec personne, il ne cause plus, il est intellectuellement absent. Tout le monde imagine des trucs. Il imagine des trucs, il n'a plus la capacité de parler. C'est fini là, comme ça. Paul Biya est parti. Spirituellement, le président n'est plus là. Donc tout ce que vous imaginez là, oh il faut qu'il gagne, vous ne pouvez plus rien faire. Parce qu'en 2025, vous aurez toutes les puissances internationales sur votre dos qui vont surveiller l'élection du Cameroun. Qui vont surveiller ce qui va se passer au Cameroun. Vous ne pouvez pas voler. On vous dit que les nordistes, eux, ils n'entendent pas les campagnes électorales. Ils n'entendent rien. Dès qu'un nordiste est candidat, vous perdez le nord. Vous perdez tout le Grand Nord. La seule condition à l'heure actuelle pour que Paul Biya espère récupérer même 1 million de voix dans le nord, c'est qu'il faut qu'il appelle Bello. Ou alors que quelque chose de mal arrive à Bello avant le 12 octobre. C'est la seule solution. Mais si Bello Bouba est à l'élection, Paul Biya ne gagne pas le Grand Nord. Et c'est le Grand Nord qui a 40% de l'électorat. Il n'y a pas les élections dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il n'y a pas d'élection là-bas. On vous demande comment Paul Biya ne réfléchit plus. Paul Biya lui-même, il ne sait pas où il est. Il n'y a pas de stratégie pour dire que oh, tout ce qui est fait maintenant, c'est Franck Biya qui dit à Ngongo de faire. Non. Ngongo essaie de surveiller les meubles. Drôle de campagne. Hein? C'est le moment de voir le président de la République, mais tu mets les médias, bah, on ne fait que voir quelqu'un qui lui n'est pas en campagne. C'est quoi le délire en fait? Vous voulez apprendre quoi au monde entier? C'est une honte. Lorsque le président de votre parti est en campagne, c'est son image qu'on met en avant, c'est ses actions, ses descentes, ce qu'il fait. Même sur le plan de la communication, qui conseille Ngongo? Qui conseille Ngongo en communication? Il devrait disparaître, c'est un collaborateur du président. Pourquoi il se met en avant? Même s'il fait des choses, on ne doit pas mettre la CRTV, ce n'est que lui qu'on voit. Non, on veut voir Paul Biya, même si c'est des images anciennes. Qui est candidat? Qui est en campagne? Paul Biya a fait combien de campagnes électorales là-bas? Paul Biya a fait combien de campagnes? Mais on découvre pour un Paul Biya qui a disparu et vous espérez que le 12 octobre ça va pas passer, ça va passer et puis vous allez manœuvrer. Après, vous savez sur quoi vous comptez. Mais les observateurs sont clairs que qu'il ne peut pas avoir la stabilité au Cameroun après Paul Biya s'il décède au pouvoir. Donc, venez nous dire que Paul Biya va donner le pouvoir à Franck. Je vous dis que non, peut-être c'est quelqu'un qui usurpe l'identité de Paul Biya. Ce n'est jamais passé dans la tête de Paul Biya. Il vous a dit, quand il avait encore, il jouissait encore de toutes ses facultés, il a dit que lui c'est un républicain, il n'y aura jamais de gré à gré avec lui. Jamais. Vous partez à l'élection, vous êtes investi par un parti politique, si on vote pour vous, vous devenez président. C'est tout. On dit que vous n'avez pas réfléchi. Et nous, on ne peut pas soutenir des gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous laissez déjà Bello Bouba aller à l'élection, ça signifie que vous voulez perdre les élections. Ça veut dire que vous voulez que le pays soit coupé en deux. Il fallait appeler Bello Bouba, lui proposer par exemple le poste de Premier ministre. Parce que les nordistes ont toujours dit que les positions qu'on donne à leurs frères, ce ne sont pas des positions qui leur permettent d'influencer quoi que ce soit au Cameroun. Mais ils ont supporté cela 43 ans dans le calme. Aucun nordiste n'est dans une position stratégique pour dire que oui, il décide vraiment de quoi que ce soit sur les... Oui, le président de l'Assemblée nationale, il est là. Il sert à quoi? À un moment donné, il fallait peut-être redonner le premier ministère. Les anglophones sont déjà en bourse. Donc ce n'est pas le fait d'avoir changé plusieurs fois nord, ouest, sud, ouest. Ça n'a rien changé. À la question principale des revendications des anglophones, qui est à savoir la modification de la forme de l'État. Ça n'a rien changé. Donc il fallait changer de stratégie si on était dans des calculs politiciens. Et dire que ces gens-là ne nous servent à rien. Les gens qui nous servent à quelque chose, ceux qui sont notre bétail électoral, vous avez négligé votre bétail électoral. Et on dit aujourd'hui, comme on dit au quartier, que le Mougou est devenu sage. Vous ne pouvez pas.
Les nordistes, là, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas campagne là-bas. Il n'y a pas discours là-bas. Dès qu'il va prendre les bulletins de vote, il voit il voit Bello Bouba, il voit Paul Biya. Même si vous lui avez donné quoi, dès qu'il entre dans l'une, là, il met Bello Bouba, vous ne pouvez rien faire. Vous allez peut-être voler seulement les caisses, les urnes, voler les urnes et cacher. Parce que c'est la seule façon de cacher. Mais le problème sera, voilà, les observateurs. Vous allez aller chercher les faux observateurs. Vous allez faire quoi? On dit qu'il ne fallait pas laisser Bello Bouba être candidat. C'est tout. Bello Bouba est candidat. Comme en 92, le pays va être secoué. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est gâté parce que le père n'était plus en capacité de poser la réflexion. Si le père réfléchissait, si le père était posé, il allait mieux organiser. Mais malheureusement, il a été pris par le piège de l'âge. L'âge, le moment où tu perds tes facultés intellectuelles, tu veux bien, mais c'est parti. La nature a voulu que, après 85 ans, tu redeviens un cerveau d'enfant. Ou Paul Biya, là, il a peur de Chantal Biya, il a peur de Ngongo. Tous les vieux ont, quand vous voyez un vieux, toutes les personnes qui s'occupent ils ont peur de vous. Il a peur de vous, il a peur de vous dire les choses. Vous n'allez pas changer. Paul Biya, c'est un être humain. À 90 ans, les vieux ont peur de tout le monde. Tu le grondes, il a peur. Tu fais comme ça, il a peur. C'est humain. Donc Paul Biya n'est plus en capacité de diriger qui que ce soit, même pas sa femme. Il ne peut pas. Donc il n'y a aucune stratégie à laisser. Il n'y a aucune stratégie. Les Camerounais sont fatigués. Trouvez seulement un moyen digne pour faire sortir le père là. Et le seul moyen digne serait que le jour de la passation, qu'il puisse quand même marcher pour dire qu'il reconnaît que telle personne a gagné et il sort tranquillement. Il sort tranquillement. Dans les, je sais pas, je répondais même à qui? L'Iklamo et Bolova, si Paul Biya meurt au pouvoir, tu dis bien qu'il y a une constitution. Oui, la constitution est claire, non? Le président du Sénat a su l'intérim, il organise les élections au bout de 45 jours, je crois. Mais s'il organise il meurt, il organise l'élection, le RDPC aura déjà tenu son congrès. Et qui rassure que si le RDPC tient son congrès, on va voter pour Franck Biya. Vous savez ce que c'est que quand votre père n'est plus, vous ne reconnaissez plus les gens, hein? Franck Biya aujourd'hui, parce qu'on sait que son père, même si il est déjà comme il est là, il respire quand même. Et les gens peuvent encore agir en son nom en disant qu'au nom de Paul Biya. Si Paul Biya ferme les yeux là, vous n'allez pas reconnaître tous ces gens-là. Donc ce n'est pas sûr. Si Paul Biya avait préparé Franck Biya, il fallait qu'il laisse Franck Biya une position stratégique. Ministre de la Défense, ministre de la Justice, quelque chose stratégique pour sérieusement influencer à l'avenir dans les décisions de l'État. Tu dis que c'est Franck Biya qui manipule tout ce qui se passe derrière Ngongo là. Moi je te dis, à première vue, ça ne se passe pas bien. Si c'est Franck Biya qui est derrière tout ce que Ngongo fait actuellement, nous pensons que ça ne va pas dans le sens de mettre en avant la figure de Franck Biya. C'est plutôt Ngongo qui ressort comme un potentiel héritier politique de Paul Biya. Donc tous les lauriers reviennent plutôt à Ngongo qu'à Franck Biya. J'essaie de lire vos commentaires, les amis. Vous savez que les amis, vous savez qu'on n'a pas lu la même histoire du Cameroun. Hein. Quand je vous dis qu'en 92, pourquoi en 92, John Fundi pense qu'il a gagné l'élection? Mais parce que le RDPC, ou alors Paul Biya, compte sur l'électorat du Nord. Quand Paul Biya va aux élections, c'est pour cela qu'on a appelé la population du Grand Nord le bétail électoral. Parce que Paul Biya est l'héritier, celui qui a reçu gratuitement le pouvoir d'un nordiste. C'est-à-dire que c'est l'héritier spirituel d'un nordiste. Quand Paul Biya se présente, sur le plan de la fantasmagorie, de l'imaginaire populaire dans le Grand Nord, c'est l'héritier de Ahidjo qui est candidat. Et donc, voter pour Paul Biya, c'est voter pour Ahidjo. Est-ce que vous comprenez la partie là? Donc, tous les votes du Nord vont à Paul Biya à l'élection présidentielle s'il n'y a pas un nordiste. Tu es la plus grosse feignante, ouais, daronne d'Afrique. Est-ce que je dois lire?
Tu cherches, je sais pas. J'arrive pas à vous lire, les amis, hein. Tu tiens compte des enfants inscrits dans le Grand Nord. Moi, je pense que je suis pas dans le Joseph Ngondemba. Moi, je ne suis pas dans le fantasme. Et je ne suis pas dans la science-fiction. On dit que depuis que le Cameroun existe, ceux qui ont le plus grand nombre d'électeurs, ce sont les 3 régions. Parce qu'avant, la région du Nord, c'était une seule région. Et dans leur esprit, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire le Grand Nord, c'est-à-dire Adamawa, Nord, extrême Nord. Dans l'esprit des Nordistes, c'est une seule région. Dans leur esprit. Donc, ce grand groupe vote pareil depuis plus de 43 ans. Donc, quand on fait des analyses, on se dit qu'éventuellement, oui, c'est un électorat qui ne bouge pas. Ça peut peut-être faire mal aux supporters des autres candidats, mais je vous ai dit que personne ne bat un nordiste aux élections. Personne, parce que les nordistes votent par adhésion. C'est-à-dire les nordistes votent les nordistes. Et vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer. La seule, c'est-à-dire pourquoi un nordiste ne vote pas un nordiste, il ne faut pas qu'un nordiste soit à l'élection. Donc c'est la seule condition. Si vous partez à l'élection, il y a Bello Bouba, il y a Maurice Kamto. Maurice Kamto ne gagne pas les régions du Nord. Mais si on va à l'élection, Paul Biya, Maurice Kamto, Paul Biya bat Maurice Kamto dans la région de l'Ouest. Je veux vous lire, mais il y a un bandeau qui est... Reine Maka me dit, Marlène, j'ai une question pour toi. Toutes les élites du Djai Lobo que Biya a nommées dans son gouvernement n'ont pas pensé à mettre les couveuses dans les hôpitaux. Ils n'ont pensé qu'à piller, à penser à leur famille. Le népotisme, on n'en veut plus. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est d'abord les Camerounais qui sont le problème du Cameroun. Vous êtes tellement bornés. On vous dit que lorsque un pays est constitué, une république est constituée, elle a des obligations vis-à-vis des citoyens. Mais chaque fois qu'on veut mettre l'État face à ses responsabilités, vous venez toujours avec des discours de quartier. Pourquoi quand il a nommé? Non, le ministre des Finances, sa responsabilité, ce n'est pas de mettre les couveuses dans les hôpitaux. Non, il y a un ministre de la Santé qui reçoit un budget, qui doit s'assurer que tous les établissements publics disposent des outils nécessaires pour accueillir les patients. Ce n'est pas parce que le ministre des Finances est du Djai Lobo que forcément il va prendre le budget du ministère des Finances pour venir acheter les hôpitaux. On va dire que c'est un détournement pour venir acheter les couveuses. Vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un État. Et on vous explique que même lorsqu'un particulier veut aider l'État, c'est dans le cadre d'un partenariat bien spécifique qui doit être accepté par l'État. Tu ne te lèves pas comme ça de tes propres pieds pour tu peux acheter la couveuse, tu donnes à l'État. Non. Vous ne comprenez rien. On dit que si tu es ministre des Finances, tu prends l'argent du ministère des Finances, tu pars acheter les bancs à l'école publique de Saint-Mélima. On dit que c'est du détournement de deniers publics. Même si tu as voulu faire une bonne chose avec, mais tu es sorti de ta ligne budgétaire, on dit que c'est le détournement. Madame, je vous ai annoncé, le poste de vice-président est en téléchargement. Attendez, je veux bien lire vos commentaires. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le bandeau là. Madame, je vous ai annoncé la réalité, le poste de vice-président en téléchargement. Rendez-vous en fin 2026, tous les Camerounais. Pour qu'il y ait un poste de vice-président, on peut mettre le poste de vice-président, mais il faut une modification constitutionnelle. Vous faites comment pour changer la constitution? C'est ça le problème. Vous faites comment pour changer? Tu ne peux pas... Ceux qui viennent souvent commenter ici, j'ai l'impression que vous êtes des incultes. Hein. Ce n'est pas parce que Paul Biya va nommer un vice-président que forcément ce vice-président devient président. Il faut d'abord qu'on inscrive cela dans la constitution. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour qu'il y ait une modification constitutionnelle, il faut d'abord le changement, il faut d'abord l'élection de 2026 ou alors après 2025 il va faire entrer cela dans la loi. On vous dit que non. Il y aura tellement de troubles qu'une modification constitutionnelle va aboutir seulement au coup d'État.
Vous allez faire comment? Pourquoi depuis 5 ans, il n'a pas modifié la constitution? Si c'est votre plan de campagne en disant, oui, pourquoi ce monsieur passe, les gens disent qu'ils ne veulent plus qu'un Ngongo dirige le pays. Vous voulez comprendre ça comment? Paul Biya, physiquement, intellectuellement, n'est plus en capacité de penser quoi que ce soit. Même s'il y a un poste de vice-président, on va dire que c'est Ngongo lui-même qui a signé pour dire qu'il est maintenant vice-président du pays. Paul Biya n'est plus mentalement, intellectuellement, physiquement en capacité de décider de quoi que ce soit. À plus de 92 ans, il ne peut plus. Il va mettre un vice-président. Comment? Paul Biya n'est plus responsable de rien. Il est maintenant sous la responsabilité administrative et politique de Ngongo et sous la responsabilité émotionnelle et sociale de Chantal Biya. Chantal Biya travaille personnes âgées à la présidence maintenant. Elle est aide-soignante. C'est-à-dire que les enfants font, les femmes font ici enlever les couches. C'est son travail actuellement. Elle s'occupe de ça. C'est ça. Elle fait aide-soignante la même là-bas maintenant. Et l'autre est responsable administrative. Une décision de vice-président à l'heure actuelle, on saura que c'est celui qui va jouir de ce décret qui a décidé de se donner ce décret-là. Parce que Paul Biya n'est plus en capacité d'imaginer quoi que ce soit. Madame, demandez-vous pourquoi Bello Bouba ne démissionne pas du gouvernement. Sachez que c'est parce qu'il est en accord avec le président. Bello Bouba n'a pas vu le président Biya depuis. Bello Bouba est candidat parce que Bello Bouba sait que c'est lui le dauphin de Paul Biya. C'est tout. Le prochain président du Cameroun, c'est Bello Bouba. Il a vu Paul Biya ou il a parlé avec Paul Biya ou pour dire qu'il est en complicité avec Paul Biya. Non, le président est fatigué. Le président n'est plus physiquement, mentalement, intellectuellement, il n'est plus là. Il a peur de Chantal Biya et l'autre. Il ne peut plus rien dire, il ne peut plus parler. On le tient aussi comme ça. Donc si ce sont vos plans, on vous dit ça ne va pas passer. L'unique candidature contre Biya au septentrion et Issa Chiroma et non Bello Bouba qui roule pour le... Non, non, non. Bello Bouba ne roule pas pour le régime. C'est faux. Chiroma sait qu'il est disqualifié. Malheureusement, il y a des hommes politiques qui ont un destin comme ça. Issa Chiroma s'est battu. Il a fait la prison plus de 2 fois. Il est sorti. Mais il faut qu'il comprenne que Dieu n'a pas voulu qu'en 2025, il devienne président de la République. Et donc, je sais qu'il fait preuve de beaucoup d'intelligence et il a rejoint l'idée selon laquelle l'opposition n'aura qu'un seul candidat. Bello Bouba n'est plus candidat. Il sait très bien que ça ne va pas être évident. Il a eu beaucoup de courage de frapper la main sur la table et malheureusement, il va le payer politiquement. Malheureusement, il va le payer. Donc, personne ne peut laisser passer Issa Chiroma. Pourquoi les directs dans le noir? Ça ne donne pas envie de vous suivre. Moi, je ne vous donne pas envie de me suivre. Je ne vous donne pas envie de me suivre. Vous venez pour lire les commentaires. Moi aussi, j'ai besoin de lire les commentaires. Si je mets la lumière, je ne vais pas lire les commentaires. J'ai besoin que, au moment où vous parlez, que moi, je puisse vous lire. Quand c'est dans le noir, je vois bien ce qui est écrit. Si je mets la lumière là maintenant, je ne lis pas. J'arrive pas à lire ce que vous écrivez. Célestin Djamé n'est pas candidat. Vous avez l'habitude des gens qui viennent... Non, nous ici, nous sommes en train de faire des contributions intellectuelles. On a besoin d'avoir des échanges et ça se fait sur un écran qui nous permet de lire. Moi, si je mets la lumière ou je me montre, je n'arrive pas à lire les messages. Et puis, je dois préserver aussi ma vie intime. Donc, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question. Restez vigilants et puis on attend demain, on attend de voir ce qui va se passer demain. À très bientôt.